Toujours ce Mediapart Live dans nos nouveaux studios au passage Brulon à Paris, cette télé libre d'un journal indépendant. Comme à chaque fois, il y a ce moment retour sur nos enquêtes. Et nous allons commencer par ce qui se passe autour de la justice. Monsieur Balkany a été en prison. La veille, Monsieur Richard Ferrand a été mis en examen, président de l'Assemblée nationale. Monsieur Balkany, sa femme, bien que condamnée, mais elle a fait appel, le remplace à la mairie de Levallois. Monsieur Richard Ferrand, bien que mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, non seulement s'accroche à son poste, mais reçoit des soutiens massifs, notamment du pouvoir exécutif, au mépris de la séparation des pouvoirs, du pouvoir législatif. Et dans le même contexte, au même moment, il y a eu une audition dans l'affaire du Modem qui concerne M. François Bayrou. Il y a eu aussi une mise en examen de M. Jean-Marie Le Pen, et il y a eu M. Jean-Luc Mélenchon se mettant à tempêter face à une justice. Il ne croit plus personne et il n'a plus confiance en général dans la justice de son pays. Il est allé au-delà de sa mise en cause du parquet lors de la perquisition, sans compter évidemment toutes les campagnes de Nicolas Sarkozy, triplement concerné par des affaires judiciaires, triplement mis en examen, renvoyé dans d'autres affaires, mis en examen dans l'affaire libyenne, qui mène campagne contre les juges auxquels il ne répond pas, contre la presse indépendante. Mais là, avec mon confrère Fabrice Arfi, nous allons parler justement du rôle de la société. Par rapport à la justice, il y a normalement trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ils sont censés être séparés, ils sont censés être indépendants. Nous savons qu'en France, c'est plus compliqué, que le pouvoir exécutif a la main sur le pouvoir législatif et que sur le pouvoir judiciaire, via le parquet, il a en grande partie la main. Dans ce contexte, il y a un acteur, la société, et Jérôme Karsenty, vous êtes l'avocat d'une association qui incarne ça, dont je rappelle qu'elle a été créée notamment par un magistrat, Éric Alphen, qui est Anticor. Sans vos démarches de constitution de partie civile, il n'y aurait pas eu l'affaire Ferrand, qui avait été classée en Bretagne. Il n'y aurait pas eu l'affaire des sondages de l'Élysée, où beaucoup de Sarkozy-boys sont renvoyés, dont Patrick Buisson, dont Claude Guéant. Et sans d'autres associations, je pense à Transparency International, il n'y aurait pas eu, par exemple, l'affaire des biens mal acquis. Or, voilà qu'on apprend, quelques jours après la mise en examen de M. Richard Ferrand, que l'un des vice-présidents de l'association que vous représentez, Éric Alt, qui est lui-même magistrat, est visé par une enquête administrative. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? C'est difficile de le dire. C'est difficile de l'exclure. Il y a une problématique qui finalement nous est renvoyée aujourd'hui à la figure. On voit bien la rhétorique habituelle, celle du renversement des causalités. Nous reprochons notamment et souvent au pouvoir ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. L'affaire Ferrand en est un exemple. La prise illégale d'intérêts, c'est quoi ? C'est l'expression pénale du conflit d'intérêts. Et ce conflit d'intérêts, finalement, aujourd'hui, il nous est renvoyé à la figure en boomerang. Et on voit bien comment cette entreprise de dispersion politique, parce qu'il y a une volonté de dispersion politique, est reprise aujourd'hui par l'autorité judiciaire, en tout cas l'autorité hiérarchique, vis-à-vis de M. Alphen. Mais je connais assez peu le dossier. Monsieur Alt, pardon. Et donc, on peut voir qu'on lui a reproché deux choses, en réalité. Des déclarations, en fait. Première chose, on lui a reproché une déclaration au sujet d'un dossier corse qui est en réalité un gros dossier de détournement de subventions publiques en Corse. Et il a fait une déclaration simple, c'est que dans cette plainte que nous déposons, nous dénonçons notamment la gabegie ou le caractère assez peu contrôlé des dépenses faites par les agriculteurs et des subventions reçues par les agriculteurs. Et nous disons, il y a probablement, en tout cas, dans la gestion administrative de l'autorité préfectorale, une problématique. Et quelques jours après, il y a une manifestation au terme de laquelle il y a à la fois le procureur de la République d'Ajaccio et la préfète de Corse qui, ensemble, manifestent et disent, ensemble, la plainte d'Anticor est injustifiée et injustifiable. La soumission du parquet au pouvoir exécutif, et donc, là, on a quelque chose d'optique qui fait réagir le vice-président d'Anticor en toute légitimité. Qui, lui, est un magistrat indépendant du siège. Qui est un magistrat du siège. Voilà. Et la suivante, c'est effectivement l'affaire Ferrand, où il va simplement intervenir dans une audience qui est une audience de constitution de partie civile, qui est purement formelle,
en tant que représentant de l'association, et on va lui reprocher là le conflit d'intérêts, parce qu'il serait au sein même d'un tribunal, lui-même juge du siège, et que donc il y aurait potentiellement un conflit d'intérêts. Sur le site d'Anticor, vous dites bien que c'est la ministre, c'est la ministre de la Justice qui demande cette enquête administrative. Elle ne peut pas être faite sans que la hiérarchie soit concernée. Derrière, est-ce qu'il n'y a pas un grand bond en arrière ? Comme les enseignants, comme d'autres fonctionnaires, mais les magistrats ont conquis le fait d'avoir des opinions, de pouvoir être syndiqués, l'Union syndicale des magistrats, le syndicat de la magistrature. Ça n'empêche pas que la justice peut fonctionner avec ses voies de recours, avec ses pouvoirs, ses contre-pouvoirs. Mais un magistrat n'est pas simplement une incarnation aveugle soumise à l'État. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça, dans cette attaque contre votre vice-président, l'idée de dire aux magistrats, attention, l'État vous surveille, vous êtes au service de l'État ? Bien sûr, il y a une vision totalement extensive de ce qu'on appelle l'obligation de réserve. L'obligation de réserve, on peut la comprendre pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont sous la subordination de l'autorité administrative publique. On peut le comprendre. Mais néanmoins, ils peuvent avoir des activités syndicales. Et le magistrat qui est indépendant n'aurait pas le droit ni d'avoir d'opinion, ni de les exprimer, ni même de participer à une activité syndicale. On voit bien que l'action qui avait été menée il y a quelque temps sur l'histoire du mur des cons, c'est-à-dire que l'action syndicale de magistrats avait été également poursuivie par le parquet. Il y a effectivement le sentiment... Visant le syndicat de la magistrature sur une pochade de militante interne. Tout à fait. Et avec cette idée quand même de vouloir faire taire les magistrats, c'est-à-dire de vouloir les enfermer dans cette idée de la soumission qui vient à contre-courant de l'idée d'indépendance. Et je crois qu'effectivement, il y a là quelque chose qui va à rebours en plus de toute la jurisprudence. La Cour européenne des droits de l'homme a tranché cette question sur la liberté d'expression des magistrats. Le simple fait, et il y a une jurisprudence de 2005 qui dit que le simple fait d'appartenir au même bureau, à la même juridiction, ne vient pas vous mettre en situation de conflit d'intérêts. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir quels sont les liens entre les magistrats. Je veux vous donner un exemple parce qu'il me tient trop à cœur, je suis désolé. Mais on se souvient de M. Jean-Claude Marin, procureur de la République de Paris. M. Marin qui avait ordonné le non-lieu dans l'affaire Chirac, qui avait ordonné le non-lieu dans l'affaire Elf, qui avait ordonné le non-lieu dans l'affaire Société Générale et qui a pris des réquisitions de non-lieu dans cette affaire. Je veux vous dire quelque chose, je l'avais déjà dénoncé il y a quelque temps, ça m'a valu d'ailleurs quelques sanctions. Mais je le redis ici. J'avais dénoncé qu'il y avait quand même quelque chose d'étrange. Monsieur Jean-Claude Marin, maintenant il n'est plus procureur, mais il l'était, faisait partie d'un club qui s'appelait le Club des juristes. Ce Club des juristes, et vous allez aujourd'hui, je suis encore allé voir hier, vous allez sur le site du Club des juristes, c'est un think tank de juristes, composé de magistrats d'affaires, d'avocats d'affaires, et financé et subventionné par tous les grands groupes du CAC 40, dont Vivendi, Société Générale, Total, etc. Ça n'a jamais posé la moindre question. Ça n'a jamais posé le moindre problème. C'est-à-dire que quand on a la puissance d'affaires qui agit, c'est toujours sous couvert de l'intérêt public, de l'intérêt économique. Mais lorsque finalement une association vient à rebrousse-poil des intérêts économiques, des intérêts des puissants, alors là, on vient nous chercher des poux dans la tête. Et je dirais qu'il y a 2 poids 2 mesures qu'il est intéressant de souligner ici. Alors, Fabrice, est-ce qu'on ne peut pas faire lien entre ces attaques qui vise au fond la société civile qui intervient dans des affaires judiciaires? Anticor a encore l'agrément qui lui permet de se constituer partie civile, mais il faut rappeler que Sherpa, une autre association, l'a perdu. Donc il y a une façon de dire, laissez-nous faire notre cuisine tout seul. Spécialisé notamment dans les dérives financières des multinationales. Oui, et donc est-ce qu'il n'y a pas derrière une écho entre la façon dont des associations comme celle-là sont ciblées, avec des bonnes volontés de la société civile, et les attaques? Nous sommes bien placés à Mediapart pour en avoir régulièrement sur nos révélations venues de pouvoirs économiques et politiques ou partisans, et les attaques contre la presse. Si, je crois, puisqu'elles sont non seulement concomitantes, mais elles disent la même chose. C'est une forme de haine, de détestation du contre-pouvoir. Comme si... Ah pardon, j'ai un petit problème de micro. Comme si... Le simple fait d'avoir été élu, comme si par l'onction du vote, on devenait propriétaire de la chose publique. Et que, en dehors de 2 élections,
la société civile, qui la presse ici, qui les associations là, n'auraient rien à faire sur ce qui appartient au grand public, c'est-à-dire la chose publique et le bien public. Et ce qui est particulièrement inquiétant dans le moment, puisqu'en effet, on a connu à Mediapart une tentative de perquisition dans l'affaire Benalla. Certains de nos confrères ont été entendus comme suspects par les services de renseignement. Je pense aux confrères du collectif Disclose ou certains journalistes du Monde dans l'affaire Benalla aussi. Des attaques concertées contre la presse venant du pouvoir exécutif. C'est qu'il y a une sorte de coalition politique aujourd'hui qui se met en place, très hétérodoxe. Transpartisane, qui, de Marine Le Pen, en passant par la Macronie, par les Républicains, rappelez-vous l'affaire Fillon, Jean-Luc Mélenchon également, ont ceci en commun d'attaquer et la presse et la justice quand elle fait œuvre de recherche concernant des dérives financières. Et dans le cas des dérives financières suspectées, dans le cas d'Anticor, ce qui est quand même extravagant, c'est qu'on en vient à reprocher à un magistrat de participer à la lutte anticorruption. Comme si c'était quasiment ontologiquement antinomique d'être magistrat et de travailler à une meilleure, même si le terme peut faire débat, moralisation de la vie publique. Comme si le conflit d'intérêts était là. Parce que, de fait, c'est quand même un débat, c'est un faux débat. La corruption, de fait, ça concerne les gens qui ont de l'argent, et ça concerne les gens qui ont du pouvoir. C'est rarement des affaires sur les pauvres. Voilà. Donc le fait est que quand on lutte contre la corruption, on s'intéresse forcément au pouvoir politique et au pouvoir de l'argent. Donc c'est forcément sur notamment des pouvoirs en place, puisque c'est eux qui ont les moyens des faveurs, dont les contreparties sont parfois l'argent sonnant et trébuchant, ou d'autres formes de libéralité. Donc là, on est en espèce de front renversé, d'inversion de logique, qui, mis bout à bout, à titre personnel, je trouve, dessine les contours d'une météo politique transpartisane qui est assez inquiétante, puisque ça habitue le grand public et les citoyens à une détestation de ce qui pourtant est la recherche de la vérité qui leur appartient à eux, aux citoyens. Je voulais vous faire réagir, d'ailleurs, Jérôme Karsanti, à ce communiqué qu'a fait le syndicat de la magistrature, après justement toutes ces déclarations, et notamment quand il y a eu ce spectacle qui a troublé les gens, de voir Jean-Luc Mélenchon finalement défendre, vous étiez concerné, Richard Ferrand, en disant finalement il est peut-être tombé dans un piège, je crois plus personne, etc. Ce qui a troublé, y compris des militants de la France insoumise, notamment en Bretagne, qui connaissent bien votre dossier. Et le syndicat de la magistrature, dont je rappelle qu'une ancienne dirigeante a été une figure de la France insoumise, a réagi en disant: il y a derrière tout ça le rêve inavouable d'une justice qui ne s'intéresserait qu'aux autres. Ces attaques cachent mal un fantasme d'impunité, toutes ces attaques, et de toute puissance, malheureusement trop répandue, qui abîme notre état de droit. Sachant qu'ils disent, ils y sont bien placés vu leur position, qu'il est normal de critiquer la justice, qu'il lui arrive de se tromper, que c'est pour ça qu'il y a des voies de recours. Mais cette théorie, au fond, du complot judiciaire, elle est scandée, disent-ils, par des responsables politiques mis en cause pénalement, en surfant sur la fragilité du statut du parquet, qui n'est pas indépendant. Nous attendons au contraire des personnalités au pouvoir qu'elles cessent de discréditer la justice et qu'elles œuvrent pour la doter de moyens statutaires et budgétaires. Il y a eu une déclaration en 2016. Il y avait le président Louvel, qui était le président de la Cour de cassation, qui avait réuni autour de lui les plus hauts magistrats de France, avait fait des déclarations extrêmement circonstanciées en disant: tant qu'en réalité, en France, on aura un parquet qui ne sera pas indépendant, il y aura toujours ce soupçon de l'action politique. Et je crois qu'il y a une forme... Parce que l'affaire de la perquisition faite dans le cadre de l'enquête préliminaire contre le parti France Insoumise a nourri profondément. Et on peut le comprendre d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait comprendre que Jean-Luc Mélenchon utilise ce lien de dépendance du parquet au pouvoir exécutif pour dire il y a une action politique. Et l'étonnante finalement solution prise par le pouvoir, c'est de ne pas tirer de cette suspicion permanente de la justice pour faire une grande réforme de la justice, qui poserait bien les bases de l'indépendance, qui poserait bien les bases en réalité d'une efficacité judiciaire où on ne viendrait plus mettre en cause qu'il y a une instrumentalisation politique.
Jean-Luc Mélenchon pense qu'il y a une instrumentalisation politique. Il a même été jusqu'à dire qu'il y aurait eu un contre-feu ouvert de l'information judiciaire contre M. Ferrand pour faire une concomitance des événements visant à discréditer sa propre défense. C'est-à-dire, on est là, pour le coup, dans la paranoïa populiste la plus extrême, parce que, pour le coup, on a des juges d'instruction qui n'ont pas le même statut que le procureur et qui une a poursuivi. association indépendante. Exactement. Votre agenda n'était pas celui du pouvoir. Et moi-même, j'ignorais quand M. Ferrand allait être auditionné, malgré mes démarches récurrentes auprès du juge, qui bien évidemment a tout cadenassé et a raison, au nom de cette indépendance statutaire. Mais vous voyez bien qu'en fait, cette indépendance n'est pas au programme. C'est-à-dire non seulement la demande de la tentative de perquisition de M. Rémy Hetz, le nouveau procureur, illustre cette idée d'une dépendance accrue. Et en fait, aucune de ces formations politiques ne demande l'indépendance du parquet. Je crois que plus personne ne le demande. Aujourd'hui, plus personne ne le demande, à part les militants ou les gens qui ont une envie d'une justice indépendante, neutre. Alors, ils veulent une justice qu'ils fassent leurs affaires. Mais parce que je crois qu'il y a un mal culturel français transpartisan qui voudrait considérer que l'indépendance, c'est dangereux. Que l'indépendance des institutions serait un frein à la politique, serait un risque pour un certain nombre de personnes au pouvoir. Moi, je fais partie de ceux, et je crois que nous en sommes aussi, qui pensent que c'est l'inverse, que l'indépendance est là pour protéger les citoyens des dérives du pouvoir, et non pas pour protéger le pouvoir contre les citoyens qui réclament simplement d'avoir un droit de regard sur la chose publique. Et c'est très intéressant de lire tout ça au prisme de ce qu'on appelle les affaires. Parce qu'en effet, je crois que le syndicat de la magistrature dit vrai quand il dit que, au fond, la justice, pour certains, c'est que quand ça concerne les autres. Et ça, nous le vivons toujours dans les affaires politico-financières, les affaires d'éthique publique. Elles sont toujours très profitables pour le parti quand c'est le camp d'en face. Et Edoui, je peux même te rappeler une expérience que nous avons vécue tous les deux à l'Assemblée nationale, quand nous avons été les deux premiers témoins à avoir été auditionnés par la commission d'enquête parlementaire dans l'affaire Cahuzac. Nous arrivons à l'Assemblée nationale, il se trouve que nous sommes physiquement assis à côté du banc de l'UMP, qui était aujourd'hui les Républicains, et nous sommes en face des socialistes et des écologistes. Eh bien, ceux qui étaient à côté de nous, qui nous traitaient de journal aux méthodes fascistes, quand nous faisions des révélations sous le quinquennat Sarkozy, l'UMP n'avait pas assez de miel pour nous couvrir d'éloges et dire tout le bien de notre travail parce que nos révélations ont fait tomber et démissionner un ministre socialiste. Et en face, ceux qui disaient que nous étions en quelque sorte des bienfaiteurs de la chose publique quand nous faisions des révélations sous le même quinquennat Sarkozy, je pense notamment à certains membres du Parti socialiste, se sont mis à faire la torture romaine pour que surtout l'enquête parlementaire Cahuzac ne fasse pas au sein du gouvernement une autre victime. Et je pense notamment à M. Moscovici et la façon dont il avait mené une sorte d'enquête administrative un peu secrète qui avait visé à blanchir le ministre fraudeur fiscal. Et là, moi, sincèrement, à titre personnel, j'étais hyper fier d'être un acteur, un protagoniste, entre guillemets, d'un moment parlementaire, de démocratie parlementaire, de démocratie du contrôle. Et en fait, on découvre... Je ne généralise pas et n'essentialise pas. Bien sûr qu'il y a des gens formidables, des députés républicains et socialistes, mais que globalement, la musique dominante, le bruit dominant, c'était une musique partisane, comme s'il n'y avait pas un bien commun supérieur aux couleurs politiques. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt d'en sortir, voire même qu'on est dans une régression. C'est une espèce de cartel de l'impunité qui se met en place. Alors, justement, plutôt que ce soit Fabrice ou moi qui commentions ça, je voulais voir comment vous, je pensais en écoutant Fabrice, vous avez vu cet été ce pilonnage d'un côté de M. François de Rugy, après les révélations de Mediapart, lequel nous félicitait de nos révélations précédentes, mais maintenant nous sommes voués aux gémonies. D'un côté, M. François de Rugy dans tous les médias, disant pique-pente des méthodes de Mediapart, et de l'autre côté, un journal, le journal du dimanche, menant une campagne de pilonnage, pourrait-on dire, chaque semaine, comme si c'était l'actualité du moment, pour essayer
essayer de détruire le dossier libyen dont je rappelle que M. Sarkozy est 3 fois mis en examen, qu'il s'est dérobé en annulant, en se désistant d'une plainte, on devait avoir le procès cette semaine, et qu'il ne répond pas aux juges. S'il était serein, il pourrait répondre aux questions des juges. Comment vous, qui êtes avocate de cette association Anticor, vous regardez ce spectacle, comment vous le commentez? Je sais notre point de vue, c'est pour ça que j'ai plutôt envie d'écouter le vôtre. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une problématique, et quand je vous entendais, finalement, je vous rejoins, c'est-à-dire une problématique de l'inacceptable contre-pouvoir, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. On n'accepte pas le contre-pouvoir citoyen de la presse. On n'accepte pas le contre-pouvoir citoyen d'Anticor. Et le petit contre-pouvoir, parce qu'il n'est pas non plus très puissant, judiciaire, est inacceptable. La structure, j'allais dire, démocratique française, la manière dont sont construites les institutions de la Ve République, où chaque président qui a été candidat viendrait les critiquer pour ensuite les adopter avec toute la majesté nécessaire qu'ici à la fonction. On voit bien qu'il y a cet usage majestueux de la fonction qui est celle du président de la République et celle des institutions, et qu'on n'accepte absolument aucune intrusion. Et aujourd'hui, on vous fait des procès finalement politiques, hein. Vous êtes aussi des instruments politiques, mais ce qui est très étonnant, c'est que la société civile, qui veut dire et rien dire, je pense qu'on est un peu d'accord, mais admettons qu'Anticor représente un bout de cette société civile. Anticor, au départ, c'est une association d'élus. Aujourd'hui, c'est plutôt une association citoyenne, bien qu'il y a davantage d'élus. Mais il y a à Anticor de tous bords politiques. C'est-à-dire que la seule fonction politique, et pas politicienne, la seule fonction politique d'Anticor, c'est la lutte anticorruption et la promotion de l'éthique politique. Et pourquoi ça leur fait tant de mal? Ou si peur. Ou si peur. Et effectivement, bon, on peut avoir des réponses. C'est que on a depuis, on peut dire que depuis 2013, on a quand même une succession de lois de moralisation, transparence de la vie publique, qui ont amélioré le système. Mais on n'a jamais fait une vraie réforme utile qui permettrait de s'assurer. On ne s'assurera jamais de la totalité de la lutte contre, mais en tout cas une vraie réforme structurelle pour lutter contre la corruption. Fabrice. Mais prenons un cas concret concernant Anticor et l'affaire Ferrand. Le patron du groupe parlementaire majoritaire, donc de La République En Marche, a déclaré... Gilles Legendre, pardon. Ancien journaliste, il faut le dire. Ancien journaliste, mais qui a un rapport à la vérité manifestement problématique, ce qui est inquiétant pour les papiers qu'il a pu écrire dans le passé, puisqu'il dit à la fois que la mise en examen de Richard Ferrand est une forme de procédure automatique de l'enquête judiciaire et qu'elle est le fait de l'association Anticor. Et il ajoute, dans une démocratie, on ne peut pas avoir une association qui pèse comme ça sur la vie publique. Bon, ce qu'il raconte est factuellement faux. Ça n'est pas Anticor qui met en examen. Je veux dire, l'affaire a été classée sans suite par le parquet de Brest. L'affaire a été en partie relancée grâce à la constitution de partie civile d'Anticor. Ce sont ses statuts, ce sont sa fonction, elle est reconnue comme telle par l'État français. Mais si Richard Ferrand est mis en examen, c'est parce que les juges d'instruction qui sont indépendants ont estimé, pour reprendre la terminologie du Code de procédure pénale, qu'il y avait un faisceau d'indices graves ou concordants qui montrait qu'il avait participé au délit présumé. Et la contrepartie de cette mise en cause, c'est la présomption d'innocence. On est présumé innocent parce qu'on est mis en cause judiciairement. Donc, ce sont des juges indépendants qui ont décidé de mettre en examen. Et là, je trouve qu'il y a un effacement des frontières entre le vrai et le faux, et que ces tentations démagogues, appelons-les comme ça, de mise en cause de la presse, de la société civile, des journalistes et de la justice, se fait sur l'autel du faux, de la post-vérité. Et l'ironie étant qu'il s'agit d'un pouvoir qui est venu au pouvoir grâce à l'affaire Fillon, et qui a fait un premier acte. C'était une loi de moralisation où il fallait de l'exemplarité et qui s'est revendiqué de la société civile. Et aujourd'hui, en fait, c'est la société qui l'embête. Tout à fait. Qui le dérange.
Oui, et on voit bien finalement, de surcroît, et c'est ce qui me frappe le plus, à quel point leur attitude aujourd'hui, je dis leur attitude, l'attitude aujourd'hui de ceux qui parlent au nom de M. Ferrand, participe de l'effondrement de la démocratie, sont en partie les responsables de cette montée du populisme. Parce que ce qui est là en jeu, c'est aussi la parole publique, la cohérence de la parole publique, la croyance en la parole publique. Lorsque M. Macron, et on pouvait le croire, s'est appuyé sur la société civile, s'est appuyé sur l'idée même que pour restaurer le lien avec le citoyen, il fallait restaurer la confiance, et que la restauration de la confiance passait par les contrôles, par la démocratisation, par les lois de moralisation. Et qu'une fois élu, il y a certes une loi de moralisation modeste, importante mais modeste, eh bien finalement on se met à l'oublier, et on se met à oublier ce qu'on avait dit, c'est-à-dire un ministre mis en examen devra démissionner. Monsieur Ferrand, mis en examen, démissionnera. Les paroles de monsieur Castaner, on ne les a pas oubliées. Et donc, il y a progressivement cette idée que ce que l'on a dit ne vaut plus rien et que sur l'autel de l'amnésie de nos sociétés contemporaines, finalement, on peut dire tout et n'importe quoi, mais ça fabrique quand même de la mort démocratique. C'est ça que moi, je retiens de toute cette histoire. Ce sera le mot de la